Journaliste, merci d'être avec nous. Merci, Laurence. On est toujours sous le choc une semaine après le décès de Philippine. On essaye de comprendre ce qui ne peut pas être compris, d'expliquer l'inexplicable. Et puis surtout de comprendre le parcours de délinquance de l'individu qui est toujours en Suisse avant d'être extradé vers la France. On s'est rendu à Taverny, puisque c'était là à Taverny que ce jeune Marocain de 17 ans avait à l'époque perpétré un premier viol dans le Val d'Oise. Les habitants n'ont évidemment pas oublié ce qui s'est passé. Évidemment, ils sont aujourd'hui doublement sous le choc. Reportage Olivier Gangloff avec le récit de Camille Joly. C'était il y a 5 ans, à l'été 2019. Le meurtrier présumé de Philippine violait une étudiante de 23 ans dans la forêt de Taverny. Alors âgé de 17 ans, l'homme venait d'arriver en France, muni d'un visa touristique. L'affaire avait fait grand bruit dans la commune. Oui, on avait entendu parler. Moi, j'étais au lycée à cette époque-là, donc ça avait pas mal tourné dans le lycée, dans les écoles, parce que la fille était quand même assez jeune et elle habitait à Taverny, donc des gens la connaissaient, etc. Et là où ça s'est passé, c'était dans le bois, juste à côté du McDo, qui est un peu un centre où tout le monde va au final, et on passe tous par ce petit sentier. Donc ça nous avait tous un peu concernés, et personne n'est passé par là pendant les quelques années qui ont suivi ça, du coup. Selon l'ancien chef de la police du Val d'Oise, la jeune femme avait pu garder la vie sauve en instaurant un dialogue juste après le viol. Elle l'avait notamment rassuré en lui faisant croire qu'ils allaient se revoir. Depuis la mort de Philippine et l'arrestation du suspect, les habitants de Taverny constatent que la justice est passée, mais que toutes les mesures n'ont pas été prises à temps. Si encore c'était quelqu'un qui n'était pas connu des services, il était connu, il était fiché. Et oui, le nécessaire aurait dû être fait pour éviter que cette jeune fille fasse sa rencontre, quoi. En fait, quand on est victime de ça, ça donne pas envie, ça motive pas à porter plainte et à laisser faire la justice parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas aidé et qu'on n'est pas écouté. Le 3 septembre dernier, un juge de la liberté et de la détention a autorisé la sortie de rétention du principal suspect, tout en reconnaissant un risque de réitération de faits délictueux. Voilà pour ce qui s'est passé à l'époque à Taverny, avec Nolot. On a quasiment un processus, une méthode criminelle qui se mettait en place, tout proche d'un McDo. Là, il y a beaucoup de jeunes, comme ça a été le cas pour l'université de Paris-Dauphine. Oui, et puis c'est pas un cas isolé. Ce sont des criminels organisés. Après, moi, j'écoute ce qui est dit dans cette affaire, je lis. Et si je comprends bien, d'être ému comme les habitants de Taverny ou de discuter comme nous allons le faire, en fait, tout ça est rangé sous le même mot de récupération. Je trouve que c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire qu'il se passe des choses absolument horribles, ça dépasse même les mots. Et si vous dites que c'est horrible, c'est déjà de la récupération. On va en parler dans un instant, parce qu'on entendra les uns et les autres, les indignations sélectives. Alors on peut s'indigner de ça, mais pas de ça, évidemment. Oui, c'est assez terrible. Mais juste pour en revenir là, peut-être je me tourne vers vous, Denis Jacob. On a déjà, encore une fois, la méthode qui a été mise en place en 2019 dans un bois, tout près d'un lieu où les jeunes se regroupent. Et voilà, c'est un système de prédation, hein. Oui, et je le dis avec une très grande solennité, le système a failli dans cette affaire. Alors bien évidemment qu'il faut lutter contre toutes les agressions sexuelles, contre les viols, mais là on avait quelqu'un qui était connu, identifié, où le juge de la détention et des libertés, en le remettant en liberté suite à son placement en centre de rétention administrative, a fait une note comme quoi il était un risque à l'ordre public. Bien sûr. Donc, il faut le dire, le système a failli, et je rejoins ce que disait Bruno Retailleau il y a quelques jours, il faut revoir l'arsenal juridique, surtout quand on a des pays qui ne veulent pas collaborer en temps et en heure avec la France pour récupérer leurs ressortissants et qui, à cause de cela, nous obligent, de par ce que disent les textes en France, de le remettre en liberté. Donc il faut revoir ça. Et là encore, on avait un pays, le Maroc, qui avait délivré un laissez-passer consulaire. Oui, mais il l'a délivré trop on lui a tardivement. peut-être demandé trop tardivement aussi. Je veux dire, voilà, ça a été fait à 3 reprises quand même. Oui. Alors Françoise Laborde. Je ne suis pas sûre qu'il faille revoir tout l'arsenal juridique. Il faudrait déjà appliquer les textes qui existent. Parce que franchement, quand on a un juge d'application des peines qui, dans la même décision, explique qu'en effet, il y a un risque de récidive, que c'est dangereux, mais que, alors, sous couvert de dire on n'est pas complètement sûr de... Enfin, je veux dire, on sait à quel point les juges, quand ils veulent mettre les gens en prison, ils trouvent toujours de très très bonnes raisons. Donc, elle a motivé en se dédouanant, en disant il est dangereux, attention à un risque de récidive, mais en même temps, j'ai peut-être pas tous les arguments de droit pour le garder en détention. Et on a reçu en effet le document qui permettait de le renvoyer chez lui 24 heures ou 48 heures plus tard. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui d'application des textes, et c'est là où le bas blesse. Parce que je rappelle aussi quand même que le procureur de la République n'était pas
pas présent quand il y a eu cette décision du juge d'application des peines. Je rappelle aussi que c'est la famille qui a retrouvé le corps de la jeune fille. C'est abominable. Parce que personne ne s'est mobilisé pour ça. C'est un réseau de camarades, d'amis qui sont mobilisés. Enfin, je veux dire, tout est épouvantable dans cette affaire. Et tout le monde a failli dans cette affaire. Je suis d'accord avec vous. Deux précisions importantes pour aller dans votre sens, mais préciser qu'au niveau juridique, la juge des libertés et de la détention a pris une décision parce qu'on était au délai maximum de maintien en centre de rétention. Et que quand vous êtes au maximum, vous n'avez pas d'autre choix que de remettre en liberté. C'est ça qu'il faut revoir. Même si on sait que l'individu présente un danger. Il y a un délai, sauf erreur il y a de ma part. 15 jours. Mais il y a 90 jours et 90 Sauf éléments nouveaux. Sauf éléments nouveaux. Oui, mais dans les 15 jours précédents. Et là, il n'y avait pas eu dans les 15 jours Il précédents. fallait faire preuve d'imagination. Pour la recherche par les parents, malheureusement, là aussi, il y a un souci, c'est que la disparition d'un majeur, il y a un laps de temps à respecter avant que les services de police diligentent et Françoise a raison, c'est les parents qui ont géolocalisé le portable de la petite. Enfin, voilà, tout est abominable. Je vais vous passer la parole, Louis et Eugénie, mais j'aimerais qu'on écoute juste Frédéric Lose, qui est le commissaire qui était en charge de l'enquête du premier viol à Taverny. Il explique un peu comment ça s'est passé et son sentiment aujourd'hui. Beaucoup d'émotions et en même temps une pensée pour la victime de 2019, une pensée pour Philippine, pour son entourage. Et puis une colère. On avait affaire à un individu dangereux, sans affect, prêt à tout. Il n'avait pas émis de remords en particulier. C'était un Marocain qui était entré, je crois, régulièrement sur le territoire national, ce qui pose problème à 17 ans. Avec un visa touristique. Avec un visa touristique, il s'est maintenu de façon irrégulière. Et puis après, vous le savez, après ce qui s'est passé, on a tous les dysfonctionnements possibles. On a le problème des laissez-passer consulaires, on a le problème des éloignements. On n'a même pas 10% d'éloignements qui sont réussis. On a une interdiction du territoire, un individu qui reste 5 ans en prison et on n'arrive pas à préparer sa sortie. Il est lâché dans la nature. On a le non-renouvellement de la détention par le JLD avec le parquet qui n'est pas présent. Voilà pour la colère de Frédéric Lose, commissaire qui était chargé de l'enquête en 2019. Eugénie Bastier. Oui, effectivement, cette affaire, elle a la croisée de deux problèmes et de deux échecs. C'est la question de la récidive d'un côté et de l'autre, celle des OQTF. Oui, d'accord. La question de la récidive, elle n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, moi, ça me faisait penser à l'affaire de Anne-Laurent Schmitt. Vous savez, cette jeune fille tuée dans le RER en 2007 par un violeur récidiviste. Son père avait fait beaucoup de bruit avec cette affaire. Il avait exigé la justice. Il s'était retrouvé sur le mur des cons du syndicat de la magistrature à l'époque. Syndicat de la magistrature, d'ailleurs, qui a fait un communiqué cet après-midi pour dire qu'on en faisait trop avec cette affaire et qu'il y avait une hyper focalisation sur cette victime et que évidemment qu'il fallait calmer le jeu. Je les ai pas entendus faire la même chose pendant l'affaire Naël pour défendre les policiers par exemple. Effectivement, quand on demande de taire l'émotion en général, c'est que dans des affaires qui mettent en cause des criminels d'origine étrangère. Et le deuxième problème, c'est effectivement les OQTF qui ne sont pas appliqués et qui rajoutent une couche d'indignation évidemment, parce que quand j'entends certaines féministes qui disent mais de toute façon c'était un violeur, il aurait pu violer au Maroc, il aurait pu violer Sandrine Rousseau à l'étranger. C'est ce que dit Sandrine Rousseau, on va l'écouter là. Très bien, mais on a peut-être déjà assez de violeurs en France, et les féministes qui nous le répètent matin, midi et soir, pour en plus en importer, je pense. Je suis désolée, mais elles passent notre temps à dire que la France est déjà un pays de violeurs, on ne va peut-être pas en plus en rajouter. Et je trouve assez choquant cette manière de relativiser ce qui est une défaillance d'État évidente et incontestable. Louis Dragnel. Non, mais là où je rejoins Eugénie Bastier, c'est que le dysfonctionnement, il n'est pas au niveau des personnes qui ont rendu des décisions, on le voit bien. Alors, on pourra toujours trouver un délai de 2 jours qui n'a pas été respecté, mais quand on regarde le détail à la fois judiciaire et administratif du dossier, on se rend compte qu'il n'y a rien qui fonctionne dans le système. C'est pour ça qu'il faut absolument tout revoir. On n'a plus aucune maîtrise, notamment sur l'aspect administratif de notre politique d'immigration. Moi, je pense qu'en fait, si on regarde juste un élément, il est rentré avec un visa touristique qui était valable du 13 juin 2019 au 27 juillet 2019. Il n'a jamais travaillé. Normalement, le 27 juillet 2019, donc il devient clandestin. C'est-à-dire qu'il n'a plus de titre de séjour valable. Et à partir de ce moment, et ça c'est toute la difficulté en France, il n'y a pas d'outils centralisés qui permettent de savoir à un instant T qui est légal et qui n'est pas légal. Donc ça c'est géré au niveau des préfectures. Okay. Et à partir du 27 juillet 2019,
cette personne aurait dû, normalement, dans un système qui fonctionne bien... C'est un mineur à l'époque, Louis. Oui. Il est pas... Alors, mais vous savez bien la problématique d'expulsion des mineurs. On peut attendre ses 18 ans. Bon, peut-être qu'il avait 17 ans. 17 ans, On aurait pu attendre ses 18 ans. Et si on avait un système en place qui fonctionne bien, dès ses 18 ans, dire, écoutez, monsieur, vous quittez la France, puisque vous êtes clandestin. Et très souvent, quand on a affaire à ce type de cas, à chaque fois même, c'est parce qu'il y a des gens qui n'avaient plus de titre de séjour valable, ils deviennent clandestins, ils sont illégaux, et ensuite ils ont un parcours, parce qu'en fait c'est un parcours d'errance. Vous regardez la suite, il a été ensuite pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale du Val d'Oise, ensuite il était complètement perdu, il n'a jamais demandé de titre de séjour. Qu'est-ce que vous voulez... Donc la faille, elle commence au début. Et alors je veux bien... En fait, le problème, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que comme on maîtrise rien dès le début, en fait, ce qui aurait pu être géré facilement et rapidement au début, ça devient un gigantesque problème. Il a un parcours, il est incarcéré. Ensuite, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il est placé en centre de rétention administrative. La JLD, à 3 reprises, demande le prolongement de sa rétention administrative. Il y a des efforts considérables pour demander un laissez-passer consulaire. Il y a 2 CR et la préfecture, la DGEF de l'autre côté. Les Marocains qui disent non, c'est pas le bon service compétent, on perd un mois. Vous imaginez l'énergie qu'on perd pour quelqu'un à qui on aurait simplement dû dire à l'âge de ses 18 ans, écoutez monsieur, vous n'avez plus rien. Aux États-Unis, un Français qui fait ça, mais il est expulsé immédiatement. Et c'est la police qui vient le chercher chez lui et il n'a plus droit à rien. Bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on aborde le volet politique, parce que c'est vrai que c'est une question que soulevait Eugénie a raison. On va écouter d'abord Sandrine Rousseau, puis Manuel Bompard. Parce qu'elle, Sandrine Rousseau, elle s'indigne surtout de la récupération politique de l'affaire. Écoutez-la. Mais je suis inquiète du fait que l'extrême droite utilise quelques faits divers comme ça et en font un sujet de société. Et moi, quand j'entends que le sujet, c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippine, et que s'il est dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. On fait des OQTF à tour de bras sans se préoccuper finalement de l'applicabilité des mesures que l'on prend. Donc en fait, on se fait plaisir d'une certaine manière, on se donne bonne conscience, on se dit voilà, on a fait des OQTF, et puis à la fin, ça ne résout rien. J'aurais beaucoup de douleur, j'aurais beaucoup de colère, et je me demanderais effectivement comment ça peut être possible dans notre pays qu'une personne qui a été condamnée pour viol se retrouve en quelque sorte dans la nature sans aucun suivi. Parce que je crois que c'est ça qui est particulièrement scandaleux dans cette affaire. Vous savez, il y a 50% des personnes qui sont condamnées pour viol qui se retrouvent en liberté après leur condamnation sans aucun suivi socio-judiciaire. Ça, c'est les chiffres de 2016. Et je pense que ça, c'est effectivement un problème sur lequel on doit travailler de manière urgente. Vous dites qu'il ne faut pas remettre les violeurs quand ils ont purgé leur peine dans la nature comme si de rien n'était ? Je pense que sinon on produit de la récidive. S'il n'y a pas derrière, à l'issue d'une peine, un accompagnement socio-judiciaire. Mais pourquoi il n'y en a pas ? C'est ça la question qui doit nous être posée. Donc c'est magnifique là. Pour l'une, c'est le problème, c'est la récupération politique. Pour l'autre, c'est le suivi des violeurs à la sortie de prison. Et Sandrine Rousseau dit je dénonce le fait que l'extrême droite prenne des faits divers pour en faire un fait de société. La semaine dernière, elle a fait un tweet en disant Mazan n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Donc en fait, il y a les faits divers qui deviennent des faits de société et il y a des faits de divers qui ne sont pas des faits de société. Qu'est-ce que c'est la différence ? La différence, c'est juste que le principal coupable est blanc dans un cas et que dans l'autre cas, c'est un étranger. Voilà la différence. C'est ça la différence ? Mais bien sûr que si, bien sûr que c'est ça. Et c'est un 2 poids 2 mesures absolument minable. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait de la récupération quand il y a un fait de société. C'est le cas tout le temps. Quand il y a l'affaire Palmade, on fait un délit d'homicide routier. Quand il y a l'affaire Duhamel, on change la loi sur le consentement. Quand il y a les viols de Mazan, il y a une émotion légitime. Les gens en parlent et remettent en question effectivement le modèle masculin. Et pourquoi, là, quand il y a une émotion, on invite... La première chose qu'on fait, c'est d'inviter les gens à retenir leur émotion. Alors, François, je trouve absolument scandaleux. Pour aller dans le sens de ce que dit Eugénie, moi j'étais frappée ce matin par un tweet, alors ça s'appelle plus tweet, ça s'appelle je sais plus comment, mais enfin bon, bref, on s'en fiche, qui était ce matin d'une jeune femme qui s'appelait Mathilde, enfin jeune ou pas, qui écrit, alors je vous lis quand même, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, le fait que Philippine soit issue d'un milieu traditionnel catholique et que sa mort soit récupérée par les rats d'extrême droite rendent toute compassion difficile. Et là, quand on entend des choses comme ça, quand on voit quelqu'un est capable d'écrire quelque chose comme ça,
on se dit, mais il y a vraiment dans notre société quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que on va bientôt dire que cette famille ne mérite pas, enfin c'est pas bientôt, quasiment, ne mérite pas notre compassion, parce que oui, en mais effet, c'est le déversoir qui est devenu. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que réseau social est terrible. dans tout ce que vous dites, on a vu la une de l'Humanité qui dit aujourd'hui on s'intéresse aux féminicides comme par hasard parce que les féminicides, c'est un féminicide qui a été produit par un étranger et donc on est xénophobe, ou Jean-Michel Apathy qui dit ce matin la xénophobie prend le pas sur le viol. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette rhétorique aberrante et stupide qui fait que, comme dit Sandrine Rousseau, le sujet c'est l'OQTF. Non, le sujet c'est pas l'OQTF, le sujet c'est en effet le viol, mais il se trouve que ce viol a été commis dans des circonstances. Pour elle, le sujet c'est la récupération politique, Éric Nolot. Moi, j'ai consacré tout un livre à Sandrine Rousseau. Donc tout ça n'est pas pour me surprendre, encore que là, elle creuse quand même très profond dans l'indignité. Mais si on élargit un peu la perspective, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il y a un fait divers, chaque fois qu'il se passe quelque chose, même en dehors des faits divers, si la personne impliquée est musulmane, il faut la soutenir. Ah, vous pensez que là, c'est carrément ça? Regardez Ercilia Soudé, qui va exprimer sa compassion et son soutien à quelqu'un qui appelle à l'intifada. Là, elle pourrait passer son tour. Non, puisqu'il y a une démarche électoraliste, il faut à chaque fois montrer qu'on est du côté des musulmans, ce qui est assez méprisant d'ailleurs, parce que c'est à la fois de quelqu'un qui est considéré, quoi qu'il ait fait, que ce soit un militant réduit à son identité religieuse. Voilà, exactement. Et vous voyez, là, il y a une époque, on disait, les femmes violées, écoutez, elles l'ont un peu cherché, il ne fallait pas s'habiller comme ça. Maintenant, on a franchi un cap avec le tweet que vous avez lu. Cette fois-ci, elles n'ont pas la bonne religion. Ces femmes n'avaient pas la bonne religion. Écoutez, moi, à ce degré-là d'infamie, d'ignominie, moi je pense qu'il devrait en répondre devant la justice. On ne peut pas laisser passer des choses pareilles. Ce tweet est inadmissible. Ce que dit Sandrine Rousseau est inadmissible. Moi, je m'étonne juste que de la part de beaucoup de féministes qui disent qu'il y a une culture du viol dans notre société et qu'il faut déconstruire les enfants dès la maternelle pour leur enseigner à ne pas savoir cette culture du viol. C'est quoi la culture du viol? C'est un certain nombre de conditions sociales qui poussent effectivement au viol. Et je ne comprends pas qu'elle ne voit pas que dans l'immigration massive et dans le fait que des jeunes hommes arrivent par centaines ou par milliers sur notre territoire, souvent dans des conditions épouvantables, souvent venant de milieux précaires, souvent des hommes seuls, souvent ayant des traumatismes psychologiques, ça ne crée pas des conditions effectivement qui poussent au viol. Ce qui ne veut pas dire évidemment que tous les migrants sont des violeurs, évidemment. Évidemment. Mais simplement, il y a des conditions. Et à Cologne, on l'a très bien vu à Cologne il y a quelques années, et c'est Kamel Daoud qui l'avait dit dans une tribune très courageuse, où il avait dit il y a un problème effectivement avec ces jeunes hommes qui viennent de cultures très patriarcales, musulmanes, et qui en plus sont esselés dans des grandes villes, qui vivent entre hommes, etc. Ça crée des conditions. Et je ne comprends pas qu'on puisse pas le dire quand on est féministe et qu'on voit la culture du viol dans La Belle au bois dormant de Walt Disney. Louis Dragnel. Moi, ce qui me frappe quand j'entends Sandrine Rousseau parler de récupération, en fait, de quoi elle parle? Elle parle de gens, d'hommes politiques qui cherchent à deux choses. Un, établir des responsabilités pour comprendre ce qui s'est passé. Et deuxièmement, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise jamais. Quelles sont les solutions? Donc ce qu'elle appelle récupération est en réalité un devoir politique. Si les élus ne servent pas à ça, ils ne servent à rien. C'est eux qui font les lois. On voit bien dans cette histoire que les failles reposent assez peu sur les personnes, elles reposent sur le système, sur le dispositif. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on fait comme avant, c'est-à-dire pas de vagues, pas d'amalgame, on enterre les choses et on dit très hypocritement, par respect pour la famille, on n'en parle pas et on en parlera dans 6 mois. Jamais j'ai entendu un homme politique 6 mois après un drame pareil dire « Ah bah maintenant on va en parler, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise jamais ». Et donc tout ça est totalement hypocrite et je trouve même très irrespectueux à l'endroit de la famille. La seule chose qu'on doit à cette famille, la seule chose que doivent les responsables politiques à cette famille, c'est de s'engager à tout faire pour que jamais ça ne puisse se reproduire, ou au moins mettre en place un système qui évite le plus possible la reproduction de ce qui s'est passé. Et ce qui est navrant, et je termine par là, c'est que des affaires comme ce drame, hélas, ces derniers mois, on en a connu beaucoup. Et à chaque fois, on a les sempiternels interdiction de s'indigner, interdiction de dire la vérité, de regarder les choses. Et en fait, ce sont des tartuffes immondes, parce que moralement, c'est très choquant ce qu'ils font. Bien sûr. Juste un tout petit mot à propos de la justice, parce qu'on a beaucoup évoqué le système judiciaire, les failles du système judiciaire. On va écouter Jean-Baptiste Bladier, vice-président de la Conférence nationale et procureur de la République. Il était l'invité de Pascal Praud ce matin sur Europe 1. Il explique pourquoi la justice manque de moyens cruellement. Et c'est peut-être aussi une des explications. Écoutez-le. Je dirige le 15e parquet de France, qui devrait comporter 20 magistrats, 18 à ce jour.
Demain, si la loi de programmation sur la justice est maintenue, il en comportera 23. 3 postes supplémentaires en l'état des finances publiques de notre pays, c'est un effort extrêmement important et qui m'oblige. Pour autant, si mon parquet était doté des mêmes moyens que la moyenne des pays du Conseil de l'Europe, 47 pays, l'Union européenne plus 20, je dirigerais une équipe de 67 magistrats, Monsieur Pro. 67. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 20 magistrats. Alors effectivement, je dois faire des arbitrages en permanence et faire des choix. De là où je déploie mes moyens et mes ressources parce que j'ai un volumétrie d'audience extrêmement élevé. Voilà, Denis Jacob, on est au cœur du problème là aussi. Mais bien sûr, moi je ne vais pas jeter la pierre systématiquement à la justice au prétexte qu'il y aurait une faille. Bien évidemment que la justice, elle manque cruellement de moyens. C'est malheureusement pas nouveau. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, qu'elle a des problèmes de moyens, comme la police en a eu et en a encore. Donc si la chaîne pénale dans son ensemble est défaillante, forcément derrière il y a des conséquences. Sur l'OQTF, je me permets de revenir là-dessus, parce que l'OQTF, effectivement, quelqu'un qui est sous OQTF, tant qu'il ne repart pas dans son pays, il faut revoir le dispositif pour qu'il reste en centre de rétention administrative. Oui, il ne doit pas sortir. Eh bien, c'est comme les prisons. Surtout qu'ils ne peuvent pas rester assez longtemps. C'est le même débat. Le vrai sujet, c'est celui-là. Et si je peux me permettre très rapidement de rebondir aussi sur les propos politiques de la France Insoumise ou de Madame Rousseau pour les écologistes, moi, je relève quand même la réaction responsable d'Olivier Faure et de Fabien Roussel sur cette affaire qui a rejoint l'ensemble de la classe politique. Et aujourd'hui, on a des LFI qui réagissent 5 jours quasiment après le décès de Philippine, 5 jours après qu'on ait les éléments sur l'auteur du crime, et qui, parce qu'ils se prennent une salve sur les réseaux sociaux, commencent à réagir pour dire... Oui, avec un petit tweet de Mélenchon. Et je vais juste dire ce qu'a dit Fabien Roussel, parce que vous avez raison, il faut le dire. Il a dit « Philippine n'aurait jamais dû mourir. La loi existe, elle n'est pas appliquée. Un violeur est un criminel, il aurait dû être surveillé. Ça n'a pas été fait. Il aurait dû être expulsé. Voilà. Ça n'a pas été fait. Et il faut le souligner. Sinon, dans tous les autres discours politiques, il n'y a pas... par certains de ces... Donc Fabien Roussel est devenu xénophobe, si on écoute Madame Rousseau. Oui, vous avez raison. François Ruffin, dans son interview à l'Obs, où il tapait sur Mélenchon, disait il y a un vrai problème maintenant à gauche, c'est-à-dire qu'on ne réagit qu'aux faits divers qui touchent effectivement des personnes issues de l'immigration, par exemple Naël, où il parlait le cas de Mourad, ce jardinier qui avait été victime de racisme. Il disait la gauche, LFI, n'a pas réagi au moment de Crépol, du meurtre de Thomas. Et c'est insupportable de ne réagir qu'en fonction, de façon tribale. Et on est vraiment dans ça aujourd'hui. Chacun a ses faits divers. Il y a 2 poids 2 mesures permanents. Allez, on va faire une petite pause. Excusez-moi, mais enfin, vraiment, il y a 2 gauches irréconciliables là. Donc, mais ils se réconcilient très bien au moment des élections. Rassurez-vous. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont voté au moment de la loi immigration? Le courage de Roussel et de Faure, moi, je le relativise énormément. C'est une posture. Et dès que la boutique est en jeu, ils se rabibotent. Et on écoutera. On va faire. Oui, allez-y, Louis. Mais une petite pause rapidement. Là où vous avez raison, Éric, c'est que moi, je regarde aussi qu'ont voté les gens au moment de la loi immigration. La loi immigration permettait un tout petit peu plus de fermeté. Là, ce qu'ils demandent dans des tweets aujourd'hui, c'est beaucoup plus radical que ce qu'ils n'étaient même pas prêts à voter il y a encore quelques mois. Petite pause, Louis. On se retrouve dans un instant. On écoutera Bruno Retailleau qui s'est exprimé il y a quelques instants à propos de cette affaire philippine et qui dit qu'il maintiendra cette demande d'autorité. Je ne céderai rien, je ne tolérerai jamais rien. À tout de suite en punchline.